Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les projets de transport en commun électrique ont le vent en poupe au Québec, témoin le REM et le REM de l'Est pour Montréal et pour Québec, le réseau structurant de transport en commun. Pour une fois au Québec, tout le monde est d'accord sur les principes, mais des critiques ont commencé à fuser. De quoi paralyser les parties prenantes davantage soucieuses de consensus et d'acceptabilité sociale. Mon invité à venir parle même d'excès d'esprit démocratique. Pourtant, si on compare avec notre passé fait d'églises et de cathédrales ou encore de défrichement de vastes territoires, cette obsession du consensus semble un trait relativement nouveau. Jean-François Thibault est cet invité, il est ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il y a consacré une analyse sur son blog laparoleénergétique.québec. Il nous en parle. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous? Plutôt bien, vous? Oui, ça va aussi très très bien. Bon, bah, tant mieux pour vous. Pour les réseaux électriques, ça va bien, sauf que on est un peu pas en stand-by, mais on veut, on veut avoir le plus large consensus possible, non? Oui, c'est vrai. En fait, bon, d'abord, je dois saluer quand même que le Québec. Je sais qu'à votre antenne, par ailleurs, j'ai déjà critiqué le Québec, en disant que, par exemple, on vivait au sein d'un certain paradoxe énergétique et que parfois on disait certaines choses, mais que tout ce qu'on disait ne se traduisait pas nécessairement par des gestes concrets. Oui. Dans le cas du transport collectif, ben, il faut quand même admettre que le Québec est sur la bonne voie, en ce sens qu'on développe des infrastructures de transport en commun qui sont électriques, donc qui sont plus verts, qui vont permettre aussi à davantage de gens dans des régions densément peuplées de pouvoir se déplacer facilement, que ce soit sur l'île de Montréal d'une part, ou bien la ville de Québec d'autre part. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas vu des projets d'infrastructure de la sorte se construire là, sur le territoire québécois. Je crois que les derniers projets de ce type-là ont été le train de banlieue pour Mascouche, je crois, puis le prolongement de la ligne Orange. Mais là, on parle quand même de projets qui dataient de plusieurs années. Et avant cela, ben, ça datait d'encore plus longtemps, les derniers projets d'envergure. Donc, Oui. on est dans une bonne phase au Québec, si on veut, en matière de développement d'infrastructures de transport en commun. Donc, je veux quand même être un petit peu positif, mais vous l'avez... Maintenant, vous pouvez sortir le gourdin. Oui, oui. Et voilà, alors, maintenant que j'ai fait toutes ces mises en garde... Oui, là, euh, vous pouvez taper. Allez-y, Jean-François. mais c'est vrai qu'au Québec, on a cette espèce de... On a une tendance, honnêtement, à rechercher le consensus et à être à l'écoute aussi, en fait, de toutes les petites récriminations qu'il pourrait y avoir là, sur des projets de développement majeurs. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on confond finalement l'intérêt minoritaire ou l'intérêt peut-être de certains, comment dirais-je, de certaines personnes qui n'ont peut-être pas voix au chapitre, bien que c'est une vision qui est assez tronquée de mon point de vue. Les pensées minoritaires ont plus de ressources que jamais pour se faire entendre, en quelque sorte. Effectivement. Et finalement, on se trouve face à des situations on, où, en fait, c'est ça, il y a des projets de développement majeurs, comme celui du REM ou du REM de l'Est, par exemple, ou encore du tramway dans la ville de Québec, qui Mhm. font face à des courants minoritaires, mais qui sont en même temps très vocables. Et plutôt que de débattre ou d'entrer dans une forme de débat avec eux, mais finalement, ce qu'on voit de la part des promoteurs, des politiciens et bref, de toutes sortes de personnes, c'est on essaie d'adoucir le ton. On essaie de dire oui, nous sommes à votre écoute, nous entendons, nous allons modifier par exemple certains aspects des projets pour nous adapter, etc. Nous voulons être des citoyens corporatifs responsables, etc. Alors il y a une espèce de novlangue dans lequel on est et qui finalement fait en sorte que le contexte dans lequel se déploient ces projets-là sont des contextes où ils ne peuvent jamais être accélérés. En fait, leur échéancier n'est jamais en mesure d'être accéléré pour qu'on puisse les construire et jouir finalement de tous les avantages qu'ils vont nous permettre. Mais d'un autre côté, on est vraiment dans un contexte où finalement, il y a beaucoup d'opportunités pour des groupes de pression, des gens qui ont des pensées minoritaires, etc., Ouais, ouais, ouais. qui peuvent se permettre de ralentir le processus d'évaluation, d'approbation des projets d'une façon qui rend les projets finalement très difficiles à déployer dans des délais qui soient raisonnables.
Jean-François Thibault, justement, si on parle du REM de l'Est et du RSTC, donc de Québec, le REM doit commencer à fonctionner en 2022. Il est minimum moins 5. De REM de l'Est, on parle davantage de 2029. C'est quand même respectivement 26 stations et dans le cas du REM de l'Est, 23 stations. Le système de Québec qui est plurimodal, on parle également de beaucoup de stations qui doivent être mises en service en 2026. Donc tout ça, ce que vous dites, il y a des groupes minoritaires qui commencent à dire non, on veut pas que ci et que ça, mais l'environnement, mais l'acceptabilité sociale, mais que sais-je. Quelles sont les principales critiques que l'on adresse à ces méga projets qui, c'est manifeste, vont bénéficier à la population et à l'économie? C'est absolument. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal en quelque sorte, c'est qu'on Oui, oui. on n'est pas face à des critiques de fond. C'est-à-dire que il y a personne dans l'espace public, en tout cas après les recherches que j'ai faites, il y a personne qui semble véritablement opposé là radicalement au projet de développement de transport en commun électrique. Ceci étant dit, tout le monde a certaines récriminations, tout le monde. Plusieurs personnes, en tout cas, ont été vocables dans l'espace public et ont eu certaines récriminations. Ce qu'on reproche, ce qu'on reprochait au REM, ça date quand même de 2017, mais c'était par exemple que le projet qui manquait d'informations pour juger des conséquences sur le paysage montréalais. On n'avait pas prévu une forme d'agencement avec le métro de Montréal ou les réseaux de transport existants, ce qui faisait en sorte que on pensait que la ligne orange pourrait être, saturée ou surchargée. Bref, en ce qui concerne le REM de l'Est, il y a eu beaucoup de critiques récemment, beaucoup d'articles écrits là-dessus sur le fait que une bonne partie là, du tracé allait se réaliser sur piliers de béton. En fait, avec des colonnes Oui, de ça c'est un béton. truc qu'on entend parle beaucoup maintenant. Oui, absolument. Il y a eu même cette entrevue surréaliste à Radio-Canada où Patrice Roy finalement interviewe le président directeur général du REM et lui demande quasiment, et là je paraphrase, mais vraiment, est-ce que vous l'avez évalué, là, l'option là, de l'enterrer, tout ça, de le mettre sous terre, le REM? Et là, Oui. il y avait quelque chose d'un peu absurde à demander à un président directeur général s'il n'y avait pas pensé, ou d'après vous, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, attendez, c'est quand même un collègue, Patrice Roy, je veux dire, un journaliste doit poser ce genre de questions, même s'il parle au pape du REM, si j'ose dire. Oh oui, je comprends. Mais c'est-à-dire que je suis pas mal convaincu, de moi à vous, que le CDPQ Infra, ainsi que les équipes d'ingénierie qui ont travaillé sur ces Pardonnez-moi, projets-là, CDPQ Infra, c'est quoi ça? c'est si vous voulez, c'est la division de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui est chargée de développer les projets du REM. Ah, pardon, Donc, ça va. essentiellement, ce sont les opérateurs, les développeurs et les futurs opérateurs des infrastructures. D'accord. Et donc, je suis pas mal convaincu que les équipes d'ingénierie, bref, qui ont travaillé sur le développement de ces projets-là, ont évalué l'option d'enfouir les différentes sections. Et s'ils en sont venus à la conclusion que c'était impossible, c'est probablement pour des raisons techniques et financières. C'est essentiellement ce qu'on fait dans des études de préfaisabilité ou de faisabilité. On regarde l'ensemble des options qui s'offrent pour la réalisation d'un projet X, Y ou Z avec si vous voulez, différentes options, bref. Et on en fait l'évaluation à savoir si, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui a du sens plutôt sur le plan de la réalisation technique, mais aussi sur le plan financier. Il faut savoir que contrairement à des projets d'infrastructures gouvernementaux, CDPQ Infra, c'est quand même, comme je vous le disais, c'est la caisse de dépôt. Donc, c'est le bas de laine des Québécois qui est investi donc dans les projets du REM qui se doivent d'être rentables et de donner des rendements. Donc, on n'est pas simplement dans une logique de construction d'infrastructures traditionnelles. On est vraiment dans cette idée que les infrastructures doivent, oui, nous aider à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, permettre davantage d'utilisation de transports en commun, mais aussi, ces projets-là se doivent d'être rentables sur le plan financier. Pardonnez-moi, Jean-François Thibault, on peut lire tout ce que vous me racontez là en ondes, tout ce que vous nous racontez sur votre blog parole-énergétique.com ou .québec ou je ne sais pas trop combien? Québec, oui. .québec ou .ca, ça mène à la même adresse. Donc parole-énergétique.québec ou .ca. Québec solidaire, qui est la conscience politique du Parlement à Québec, a les mains pures parce qu'il n'a pas les
Il n'a pas de main, il n'aura jamais de pouvoir, donc il peut se permettre de critiquer. Je crois qu'il a aussi mis son grain de sel dans ces histoires de surélévation du REM de l'Est de Montréal, non? Oui, effectivement, ils ont lancé une pétition. Ah, Alors, tenez-vous bien, alors où ils demandent finalement que l'ensemble du REM de l'Est soit enfoui. Alors, on ne veut pas de colonnes de béton qui soient, en fait, qui brisent le paysage, etc. Alors, c'est souvent la critique qu'on en fait. Et oui, oui. on demande aussi la création, tenez-vous bien, d'un comité consultatif neutre et indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on va mettre en place un comité qui serait sûrement composé de diverses personnes issues de la population, que sais-je. Là, c'était pas nécessairement détaillé, mais Mm. autrement dit, mais vous Il y voyez a des fleuristes, il y aurait peut-être des restaurateurs, tous les gens qui seraient peut-être subiraient les conséquences des colonnes de béton? Peut-être. Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, ceci étant dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on souhaite que ce genre de choses-là soit mis en place? Oui. Ben, on dira que c'est pour s'assurer que, par exemple, le prolongement du REM à l'Est, Mm. soit, il dirait qu'il faut que finalement que ce soit durable, agréable et sécuritaire. Bon, Tout le monde écoutez, est d'accord avec ça. oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que en quoi est-ce que cette nouvelle structure administrative-là en serait garante? Et c'est là où on peut avoir des discussions. Ah oui. J'ai comme l'impression que finalement, ce qu'on veut s'assurer, c'est que tout le monde ait été consulté, qu'il y ait finalement une forme de garde citoyenne qui agisse à titre de chien de garde finalement. Alors, ce Mhm. qu'on sent finalement, c'est qu'on voit le promoteur du Mhm. projet comme étant quelqu'un qui peut paraître insensible, hein, qui ne penserait pas spontanément à ce genre de choses-là et D'accord. qui, bref, pourrait poser des gestes ou proposer des choses à la population qui n'iraient pas dans le sens de ce Ben, qu'elle souhaite. Valérie Plante également, elle a une citation un peu extraordinaire. Elle n'exclut aucune. Elle dit, elle préfère envisager toutes les avenues possibles. Ça veut dire s'asseoir et se rouler les pouces. Oui, exactement. À C'est-à-dire, force de regarder toutes les avenues possibles, il y aura toujours une autre avenue qui va se rajouter demain, puis une après-demain, et une autre, et puis je peux rester pendant 10 ans à attendre des avenues possibles. il faut toutes les évaluer, Jean-Philippe. Il faut en discuter longuement Ah, et continuer de dialoguer. ouais, Bon, d'accord. en tout cas, je ne veux pas être méchant, mais tout Il ça faut pour combattre, dire, il faut qu'on accouche à un moment donné. ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la réponse Oui. du REM à toutes ces critiques-là, c'est de dire, écoutez, nous avons fait nos devoirs. Je crois quand même que le REM est à l'écoute, ou l'équipe du REM est à l'écoute là, de ce que la population lui dit, et l'ensemble des parties prenantes. Oui, oui. Mais si, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant, Jean-Philippe, l'impact financier sur le projet d'enfouir l'ensemble du tracé. On parle quand même de beaucoup de stations qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, Mhm. notamment sur la rue Notre-Dame, à l'est de l'île de Montréal. C'est quand même incroyable, là, je veux dire. Je veux dire, c'est quand même l'impact sur les finances du projet et la soutenabilité, si vous voulez, la soutenabilité financière du projet Mhm. serait serait clairement énorme et ça pourrait même affecter la rentabilité du projet. En fait, écoutez, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas fait des calculs pour essayer de savoir quel en serait l'impact, mais Mhm. écoutez, enfouir dans l'industrie électrique, par exemple, enfouir des câbles, ça peut faire monter les prix drastiquement. Je présume que pour des trains, vu la grandeur des infrastructures, ça doit être encore pire, là. Est-ce qu'on est encore une fois dans ce fantasme québécois d'être extrêmement vertueux avec l'argent qui tombera du ciel? Je ne sais pas si c'est tant une histoire d'être vertueux, parce qu'on parle quand même de train électrique, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de gazoduc ou d'oléoduc, si vous voulez, Oui. ou de d'autres types de projets qui sont de nature plus polémique, hein. Alors, on parle de train électrique, donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre. En tout cas, à mon sens, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un projet qui nous définit en tant que tel. C'est-à-dire que je crois que les Québécois seraient très fiers de construire des trains électriques et d'avoir des infrastructures qui soient de transport en commun qui soient modernes et je crois que ça serait représentatif finalement de l'identité et de l'idée de ce que se font les Québécois d'eux-mêmes. Mhm. Mais je pense que c'est pas tant dans la vertu où le problème se situe ici, plus que dans une recherche excessive du consensus. C'est comme si on croyait finalement que on pouvait développer des infrastructures de transport en commun, certes, mais que cela devait faire consensus, pour ne pas dire l'unanimité. Autrement dit, dès qu'il y a le début d'un commencement de quelqu'un qui critiquerait ou qui ne serait pas content ou qui se sentirait lésé, alors on est dans le senti ici, véritablement. Oui, oui. Alors,
dès que ce genre de situation-là se pointerait le bout du nez, ce serait une bonne raison de continuer d'en discuter, de dialoguer jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Alors, vous comprenez, c'est une caricature que je fais là, mais... On ne peut pas satisfaire tous les Montréalais mur à mur. Ou tous les Québécois. C'est impossible. En fait, ça l'a toujours été impossible en réalité. Ça n'a jamais été possible de rendre tout le monde content lorsqu'on développe des projets d'infrastructure comme ça. Et il faut penser à une chose là-dedans, c'est qu'au-delà des intérêts de groupes ou d'autres, ou du promoteur, etc., il y a l'idée de l'intérêt national. Et je pense que ça va dans le sens de l'intérêt national de développer des infrastructures modernes de transport en commun pour nos grandes villes. Ça me semble tomber sous le sens. Pourtant, ça ne nous empêche pas de nous enfarger dans les fleurs du tapis, en quelque sorte, et de voir ces projets-là, voir leurs échéanciers rallongés toujours et encore plus. Donc, déjà qu'il a fallu, écoutez, pour le projet de la Ville de Québec, sur le site du projet, il est écrit, là, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ça, il est écrit, et je cite, « La Ville de Québec réfléchit aux enjeux de mobilité sur son territoire depuis 2009. » Fermez la fin de la citation. 2009, Jean-Philippe. Ça fait 12 ans de réflexion. Alors, on parle, on discute, on dialogue, on fait des concertations, des consultations citoyennes depuis 2009. On parle quand même de plus de 10 années de réflexion pour en venir à un projet qui, somme toute modeste. Là. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire à construire des tramways ou des infrastructures plurimodales. En Europe, ça se fait couramment. Il est vrai qu'en Europe, vous me direz, il y a une densité de population qui rend peut-être les projets plus rentables d'office. C'est vrai qu'ici, il faut peut-être faire un exercice supplémentaire de ce point de vue-là. Mais écoutez, Montréal et Québec, c'est quand même des villes densément peuplées qui sont amenées à se développer dans le futur. Je ne vois pas en quoi... Il nous reste, Jean-François, pardonnez-moi, il nous reste 3 minutes. J'avais dit en introduction que si on avait pris 12 années pour réfléchir, discuter, dialoguer, avoir toutes les options ouvertes, etc., on n'aurait eu aucune église, aucune cathédrale, on n'aurait pas défriché le Témiscouata, on n'aurait pas défriché avec Antoine Labelle au nord, on n'aurait rien fait. Non. Pourtant, on a quand même des très beaux monuments ici, ce qui témoigne qu'à une époque, il y a eu un esprit de décision, un esprit où on fonçait. Absolument. En fait, vous parlez de basilique, de cathédrale. Oui. On pourrait aussi parler de nos splendides barrages hydroélectriques, en fait, qui étaient au sommet de leur art là, à l'époque où ça a été construit. Même encore aujourd'hui, peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir construit des infrastructures hydroélectriques aussi impressionnantes. En fait, il y a quelque chose, ce que vous mentionnez est très intéressant parce que ce qu'on remarque à ces différentes époques-là, évidemment, on parle de basiliques, de cathédrales, de barrages hydroélectriques, tout ça, de défricher la terre. Toutes ces choses-là ne se sont pas faites à la même époque, mais elles ont toutes finalement en commun le fait de présenter ou de, si vous voulez, elles ont émergé suite à une prise de leadership finalement. Il y a dû y avoir une forme de passage à l'action qui se faisait spontanément, je vous dirais. Et bref, on a réussi à construire des choses merveilleuses. Pensez à l'oratoire Saint-Joseph, par exemple, qui a été construite... Ça ne s'est pas fait en crayon ciseaux non plus. Hein? Non plus, c'était construit quand même sur plusieurs années. Mais n'empêche, il a fallu, y songer, le développer, le construire, etc. Et ça s'est fait dans un contexte où le Québec était largement plus pauvre qu'aujourd'hui. L'oratoire Saint-Joseph a été construit, je crois, au début des années 1920, jusque dans les années 30. Là, écoutez, la fin, c'est les années 60, je pense, avec le dôme. Il y a eu quelque chose. Ça a duré très longtemps. Hein. Oui, mais ça s'est fait. Mais la raison pour laquelle ça s'est fait sur autant d'années, c'est que c'était le manque de ressources, pas le manque de volonté. Alors aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'on a beaucoup de ressources. On a les ressources, mais on n'a pas la volonté. Mais c'est un peu ça le paradoxe, autrement dit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de bête là-dedans parce que je ne sais pas ce que diraient nos ancêtres de nous en nous regardant bavarder et en fait faire des réunions, des comités à pu finir. Ça me fait penser à une citation que j'avais entendue et qui disait rapidement. Regardez autour de vous, dans les parcs, etc., il y a des statues parfois. Il n'y a aucune statue de comité à nulle part. Avez-vous remarqué? Oui. Ça ferait beaucoup de métal, ça ferait beaucoup de pierres. Là-dessus, écoutez, Jean-François Thibault, on va devoir se quitter. Je rappelle que vous êtes ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous écoute une fois par mois à cette émission. Vos textes sont sur parole-énergétique.québec ou CA. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt. À dans un mois.
Voilà, donc ça nous amène à la fin de l'émission. Demain, la semaine nationale du don d'organes et de tissus et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.